Bonsoir et bienvenue dans Immersion. Ce mois-ci, je vous propose de suivre le travail de la brigade de criminalité informatique et de cyberenquête. Nous parlerons arnaque, crime en ligne, mais surtout pédopornographie, lors d'une mission menée par une trentaine de policiers. Les gros collectionneurs, en général, ils ont plusieurs téras de données. Bonjour monsieur, c'est la police. Tout ce qui est en rouge, c'est du contenu qui est illicite. On voit vraiment de tout. Vous entendrez aussi les confidences d'une victime d'arnaque, devenue ensuite arnaqueur malgré lui. J'ai mis fin à la relation, mais j'ai mis fin à la relation avec des dettes. J'y ai passé tout l'héritage de mon père. L'infraction, c'est pornographie interdite. Par rapport à ça, il y a une ordonnance de perquisition qui a été délivrée. Cette scène est une reconstitution des perquisitions en série qui se sont déroulées à la fin du mois de juin cette année. 10 individus ayant téléchargé des vidéos au contenu illicite sont arrêtés lors d'une opération coup de filet. À l'issue d'une semaine marquante, 3 d'entre eux seront mis à disposition du ministère public genevois, dont un placé en détention. Mais avant cela, les policiers doivent préparer leurs interventions avec minutie. Fin juin, dans les locaux de la brigade de criminalité informatique. Marc Aubrecht est inspecteur à la police judiciaire et se prépare pour une perquisition. Alors, je vais mettre quelques disques durs au cas où on a besoin de faire des copies sur place, des outils de démontage d'ordinateur, un petit trousseau avec plusieurs logiciels au cas où on serait amené à faire des opérations sur les ordinateurs directement sur place, ce qu'on essaye de ne pas faire généralement. On essaye de saisir les ordinateurs, les téléphones ou l'autre matériel correctement et de les ramener en brigade. Mais au cas où, quelques petits programmes qu'on aurait besoin. Il est 6 h du matin et il s'apprête à interpeller une personne suspectée d'avoir téléchargé des vidéos d'abus sexuels sur mineurs. Toujours des gants avec nous. On peut arriver dans des apparts assez sales des fois, donc c'est toujours bien d'en avoir. Entre le développement d'Internet, la masse de données accessibles, mais aussi la baisse des prix des disques durs externes et autres supports de stockage, le nombre d'images illégales en circulation a explosé. Parmi les objectifs de la brigade, identifier les personnes derrière ces téléchargements et faire tomber les réseaux pédocriminels. Créée en 2003, la BCI comptait au départ 5 collaborateurs. Aujourd'hui, ils sont 19, sous la houlette de 2 chefs, dont Paul. Voilà, je suis prêt. Prêt aussi ? Ouais. Alors c'est parti. Ok. Aujourd'hui, on va dans un quartier de la rive gauche, chez un individu qui a téléchargé justement des images mettant en scène des abus sexuels d'enfants. Les gros collectionneurs, en général, ils ont plusieurs téras de données, ce qui implique des dizaines de milliers d'images qu'on pourrait potentiellement retrouver sur ces appareils. Pour être sûr de les cueillir, ces personnes ont fait l'objet d'une discrète surveillance la veille de l'interpellation. Nous avons ciblé 10 individus genevois, donc 10 genevois, qui ont téléchargé du contenu illicite via ces réseaux. Et on a groupé le tout sur une semaine. Donc pendant une semaine, nous faisons un peu une action coup de poing. Cette opération coup de poing, c'est l'opération Diana, la première du genre à Genève. Durant toute une semaine, la police va arrêter 2 individus par jour, identifiés au préalable comme consommateurs de pédopornographie. Bonjour monsieur, c'est la police. Oui, bonjour. Vous êtes ? Oui, est-ce Ok, que je peux on vous a aider des documents à vous notifier s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un mandat? Les 2 inspecteurs rejoignent la brigade des mœurs. Ils procèdent ensuite ensemble à la perquisition. Sur place, il s'agit de sécuriser l'individu ciblé qui pourrait vouloir détruire des preuves ou avoir des réactions violentes. Mettez les mains dans le dos, restez calme. Ce sujet-là est très sensible. Les personnes qui ont ce genre de vices
sont assez réservés, ils ne le partagent pas avec leurs amis parce qu'ils ont une certaine honte, bien sûr. Ils ne le partagent pas à la famille et le fait de débarquer chez lui le matin où il y a peut-être sa famille, ses femmes, ses enfants, ça peut un peu ruiner sa vie d'un moment à l'autre. Pendant que la personne perquisitionnée est questionnée par l'un des policiers, la BCI assure la partie technique. Les inspecteurs se concentrent sur le matériel informatique. Les individus interpellés ont souvent en leur possession plusieurs appareils, téléphones, ordinateurs fixes et portables, et encore c'est le minimum. Certains peuvent être très bien organisés et avoir de nombreuses cachettes. En termes de matériel qu'on pourra retrouver, en règle générale, quand on va à ces perquisitions, il y a quasiment jamais de surprise. Donc l'enquête qui est faite en amont démontre bien que la personne a téléchargé du matériel. Et en tout cas, dans ma carrière, j'ai jamais eu de cas où on est allé chez une personne et qu'il avait pas de matériel. En parallèle, la brigade des mœurs va procéder à l'audition de la personne. Et en fin de journée, on se coordonne avec les résultats de nos recherches pour soumettre le cas au ministère public pour une éventuelle mise en détention de la personne ou une libération. Retour au QG de la brigade de criminalité informatique. Nous ne pouvons filmer que peu de collaborateurs pour garantir leur anonymat et ne pas les compromettre dans leur travail. Après la perquisition du matin, l'heure est à l'évaluation de la saisie. Il y a combien de pièces qui ont été trouvées Là, il y en a 20. Sur cette affaire, il y en a 20. Des disques durs externes, on a des disques durs qui étaient dans les tours qu'on a enlevés pour prendre que les disques. Et puis on a 4 ordinateurs portables. Après avoir inventorié les pièces, le contenu passe au triage. Le triage, c'est un processus rapide pour vérifier s'il y a du contenu illicite ou pas. Donc là, il y a déjà un appareil qui tourne. Un utilisateur normal, on va dire une personne qui ne consomme pas forcément de la pédopornographie ou de la pornographie de manière générale, on verra des photos de tous les jours. Cet individu-là, on voit que c'est un gros consommateur de pornographie. Pour le moment, il n'y a pas d'image illicite, mais on voit quand même une tendance, une attirance vers la pornographie de manière générale. Voilà, donc là, il y a des ordinateurs portables. Ici, il y a déjà du matériel qui a été analysé et où il y a déjà du matériel illicite qui a été découvert. Voilà. Là, on se débrouille comme on peut, on les a posées ici. Il y a à peu près 40 pièces qui ont été saisies. C'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Et quand vous regardez, on a des disques de 4 Tera, 4 Tera, 6 Tera. C'est quand même une quantité énorme. Hein. Donc l'analyse de tout ce matériel va prendre un certain temps. L'extraction va en effet durer plusieurs heures. La prise est conséquente. Tout ce qui est en rouge, c'est du contenu qui est illicite. Donc c'est des actes d'abus sexuels sur des enfants, des viols qui sont commis sur des enfants qu'on peut voir. Dans le domaine, on dit qu'il faut un réseau pour faire tomber un réseau. Alors la police genevoise travaille régulièrement avec Europol et Interpol, les polices européennes et internationales, mais aussi avec des organismes comme Child Rescue Coalition. Cette ONG américaine collabore avec les forces de l'ordre pour les aider à appréhender les abuseurs d'enfants. Elle leur fournit un logiciel qui se connecte à un réseau peer-to-peer et établit des connexions avec tous les autres usagers utilisant des mots-clés en lien avec des abus sexuels sur mineurs. Quand on lance le monitoring, on voit tout de suite des points qui apparaissent sur la carte. Et chaque point, c'est un fichier mettant en scène des enfants se faire abuser qui est échangé par cette communauté de criminels. Voilà. Donc on voit que l'Europe très très rapidement, elle devient rouge. La côte est et la côte est des États-Unis également. Donc c'est souvent les consommateurs, vivent dans les pays développés. Et si on zoome un petit peu sur l'Europe, on voit que dans la Suisse, il y a déjà des points qui apparaissent, on n'est même pas une minute. En Hollande, Pays-Bas, c'est un énorme hub d'échange.
Ce sont des personnes solitaires qui en majorité téléchargent ce type de contenu. Elles se cachent et se font discrètes. Mais il peut aussi y avoir des prédateurs proactifs, prêts à attirer des ados dans leur filet. Les gens qui téléchargent, on voit vraiment de tout. Ça peut aller de l'adolescent au retraité, au père de famille type qui a un travail, une vie sociale normale, on va dire. Donc on ne peut pas vraiment dire que tel ou tel profil correspond à un téléchargeur ou quoi. Vraiment complètement différent. La BCI n'a jamais travaillé sur des cas de femmes derrière ces téléchargements, mais ils existent. Quant au contenu des vidéos, les images sont souvent les mêmes, réutilisées et repartagées en masse. Ça reste du contenu vraiment horrible. Il y en a de plus en plus parce que chacun essaye d'en produire ou d'en acquérir de plus en plus. Donc je dirais un changement en volume et pas forcément en type de contenu. Dans la salle des saisies, des centaines de matériels incriminants et des milliers de données. Les policiers font face au quotidien à des criminels toujours mieux équipés car à l'affût des dernières technologies. Les gens qui sont attirés par ce type de délit, ils cherchent sur Internet comment se protéger, où trouver du matériel, et ils sont très très performants en termes de technologie. Et c'est d'autant plus challenging pour nous, parce que nous aussi, on doit pouvoir mettre en place des contre-mesures et de pouvoir démasquer ces personnes qui trouvent de plus en plus de moyens de se cacher. Avantage pour les policiers, les pédocriminels doivent se cacher perpétuellement, alors qu'il ne suffit que d'une fois un faux pas pour que la brigade les découvre et les arrête. La personne interpellée tôt le matin est ensuite emmenée dans les locaux de la police à la Jonction. La brigade de cyberenquête prend le relais pour l'audition, à laquelle nous ne pourrons pas assister, faute d'accord du ministère public. Dans les bureaux, plusieurs inspecteurs s'affairent pour consigner les prises du matin et faire un retour sur intervention. Un autre individu a été interpellé pour détention de vidéos d'abus sexuels sur mineurs et lors de la perquisition, les policiers ont trouvé un peu plus que le matériel électronique recherché. C'est clair que nous nous concentrons évidemment sur les modes opératoires liés à la cybercriminalité, mais il arrive potentiellement qu'en fait, on fasse des découvertes fortuites. Dans le cas présent, nous sommes intervenus au domicile d'un auteur présumé d'infraction cyber et puis nous avons découvert une série d'armes qui n'étaient pas déclarées officiellement. La brigade de cyberenquête a vu le jour il y a tout juste un an et compte une dizaine de collaborateurs. Au quotidien, cette brigade a pour mission de traiter les dénonciations faites par les citoyens. Elle travaille aussi à développer ses méthodes d'investigation pour s'adapter à l'évolution permanente de notre environnement. Tout ce qui est dans le domaine de la technologie évolue très rapidement et puis les cybercriminels également. Donc il s'agit pour nous de détecter les nouveaux modes opératoires, de former les collègues enquêteurs, enquêtrices à des nouvelles méthodes et puis de s'adapter aussi rapidement possible pour tenter de perturber ces phénomènes. Une trentaine de modes opératoires sont répertoriés par le réseau de lutte nationale contre la cybercriminalité en Suisse. Ils sont répartis en 3 catégories, la cybercriminalité économique, les cyberdélits sexuels et les cyberatteintes à l'honneur. Dans la première catégorie, les cas les plus fréquemment retrouvés sont les usurpations d'identité et les arnaques via les petites annonces, mais pas que. Il y a un phénomène qui est aussi très fréquent, ce sont ce qu'on appelle les monnaies mules. Donc ça, ce sont des personnes qui commettent une infraction, à savoir en l'occurrence le blanchiment d'argent, qui sont généralement recrutés par différents moyens et puis qui sont utilisés pour recevoir des fonds d'origine criminelle avant de les transférer à d'autres protagonistes. Une monnaie mule, c'est ce qu'a été un Genevois de 55 ans, un peu malgré lui, pendant plusieurs années. Mais avant cet événement, il a d'abord été victime d'une romance scam, une arnaque au sentiment. Nous l'appellerons Jean pour respecter sa volonté d'anonymat. D'arnaquer à arnaqueur, il a accepté de partager son histoire. Ça a commencé en 2012, alors que j'étais dans une passe sentimentale très difficile. J'arrivais pas à retrouver quelqu'un dans la vie courante. Et puis, j'ai décidé d'aller voir sur Internet, sur un site de rencontre. Et puis, j'ai été touché par quelqu'un, la photo me plaisait, le descriptif me plaisait.
Et puis je suis rentré en contact. C'était par mail tout simplement. Et puis après à travers Google, donc le Hungoot de Google, on a commencé tout simplement à faire connaissance, à s'envoyer des photos. J'ai essayé d'appeler parce que c'était une personne à l'étranger, mais le son n'était pas idéal. Il y avait bien effectivement quelqu'un derrière, mais c'était pas génial. Alors au début on se parlait tranquillement, on parlait de tout et de rien. Et puis un beau jour, je ne sais pas, au bout d'une semaine ou peut-être 2 semaines, on m'a demandé un peu d'argent, j'ai dit non. Puis d'argument en argument, d'excuse en excuse, même s'il ne rencontre jamais réellement son amoureuse numérique, Jean cède. Il lui envoie de l'argent régulièrement. Le problème, c'est que quand on est sentimentalement, on est pris dans cet engrenage, de temps en temps, on arrive à reculer, à essayer de regarder d'une vue globale. Mais il nous ramène à chaque fois dans la discussion. Et puis ça a duré longtemps, ça a duré presque 5 ans. Après ces 5 ans, Jean réalise que les sommes envoyées, petites mais régulières, représentent en fait un énorme montant. J'ai mis fin à la relation, mais j'ai mis fin à la relation avec des dettes, avec un très gros trou financier. J'y ai passé tout l'héritage de mon père. Ça représente combien à peu près ? 151 000 francs en tout et pour tout. Ça fait beaucoup. Quelque temps plus tard, Jean se remet en quête d'une relation amoureuse. Cette fois-ci, il est contacté directement par email et reçoit des messages d'une femme à laquelle il s'attache, de la même façon que la relation précédente. Les échanges passent sur la messagerie WhatsApp et virent peu à peu sur des questions d'argent à transférer à d'autres proches. Lorsqu'il ne provient pas de la poche de Jean, il s'agit de faciliter et organiser des transactions. Juste de faire des transferts entre l'argent qui arrivait sur mon compte et je le transférais directement à l'étranger. Et vous saviez à qui vous le transfériez ? Oui. Enfin, je ne connaissais pas la personne, mais j'avais un nom, un numéro de compte, un numéro de téléphone et une adresse. Donc j'ai tout rentré ça sur ma banque. J'ai tout fait des transferts de banque à banque. Il fait alors office de vase communicant et entre ainsi dans un système de blanchiment d'argent. Mais là aussi, il ne veut pas voir la supercherie. C'est un petit peu... on envoie des photos, on essaye d'expliquer qu'on a envie de venir, qu'on a envie de se mettre en couple, ce genre de choses. On y croit. Et puis en fin de compte, on se fait avoir. Puis sur fond de ras-le-bol et de déception, il coupe les ponts en décembre 2021. Dans la foulée, l'histoire prend une tournure pénale. J'ai cessé en fin de l'année dernière, vers Noël, avant Noël. Et puis ensuite, il s'est avéré qu'il y a eu une enquête pour blanchiment d'argent qui a été faite, où j'ai été convoqué. Jean collabore étroitement avec la police et leur fournit tous les éléments de preuve qu'il a pu collecter, conforté par le fait qu'il l'aide un peu à l'avancée du dossier. Il a cependant été condamné cette année. Voilà, des jours amende avec sursis de 3 ans, et puis les frais administratifs à payer. C'est une peine juste selon vous ? Oui et non. Oui, parce que c'est clair que j'aurais dû m'en rendre compte bien avant. Et puis non, parce qu'en fin de compte, comment je dirais ça ? J'ai payé beaucoup. Outre la peine pécuniaire, le sentiment de tromperie et les dettes cumulées sont aujourd'hui les pires sentences pour Jean. En tout cas, ce que m'a dit la gendarmerie, souvent c'est des hommes qui sont derrière les claviers et qui connaissent vraiment tous les trucs, toutes les astuces, toutes les arnaques possibles pour soutirer le moindre centime à quelqu'un. C'est des professionnels en fin de compte. S'il témoigne aujourd'hui, c'est pour mettre en garde contre les arnaques en ligne. Les cibles sont multiples, jeunes, vieux, personnes physiques ou morales. Du côté de la police, on met l'accent sur la prévention, mais les challenges demeurent. Il y a aussi le fameux métavers qui est annoncé ces prochaines années, qui va certainement
ouvrir de nouvelles opportunités par rapport à la cybercriminalité. Et puis l'objectif, c'est d'avoir des gens qui soient bien formés dans ce domaine-là, qui puissent être attentifs en fait à l'évolution de ce monde virtuel, pour autant que possible anticiper en fait les futurs préjudices que pourrait subir en fait la population genevoise et puis les entreprises genevoises. En 2021, 2600 dénonciations ont été communiquées auprès de la police pour des crimes en ligne, soit 44% de plus que l'année précédente. En parallèle, tant les technologies que les modes opératoires ne cessent d'évoluer.